Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé au fait de refaire un replay, on va dire, de la conférence, de ma dernière conférence qui est l'échec scolaire est-ce une fatalité au fait? Donc c'était ça la question de la conférence qui était posée. Donc comme j'ai pas pu filmer la conférence, je me suis décidée à le filmer comme ça, à le faire devant vous pour que vous puissiez en profiter également. Donc à travers cette question de l'échec scolaire, est-ce que c'est une fatalité? J'ai souhaité au fait faire trois choses. La première chose, c'était de dépassionner en fait la question de l'échec scolaire. La deuxième chose, de déculpabiliser, de déculpabiliser aussi les différents acteurs qui tournent autour du système scolaire, que ce soit aussi bien les parents, les enfants eux-mêmes, les profs, les instituts et toute l'institution scolaire en fait. Donc déculpabiliser un peu ces différents acteurs, mais également voir aussi à l'intérieur de la question de l'échec scolaire quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter, et essayer de voir autrement aussi la question de l'échec scolaire, de le voir comme une opportunité personnelle pour les personnes qui forcément ne réussiraient pas forcément à l'école. Voilà, donc c'était les trois choses que je souhaitais aborder à travers cette conférence et que nous allons voir dans le déroulé qui va se faire par la suite. À présent, je vous souhaitais quand même vous présenter, c'est ce que je fais habituellement lors de mes conférences, c'est de me présenter, de dire que voilà, j'entame ce travail dans le cadre en tant que coach en développement personnel. Donc je souhaite absolument à chaque début de conférence présenter ce que c'est que le développement personnel. Donc tout simplement pour moi c'est la capacité au fait de décider, de s'autodéterminer, c'est-à-dire de décider pour soi de ce qui est bien pour soi et pour sa famille et pour le pays. Donc pour moi c'est comme ça que j'amène la question du développement personnel dans mon travail. Donc c'est d'aider les personnes à entreprendre, à agir et à décider de ce qui est bien pour eux, pour leur famille et pour le développement du pays. Voilà, donc pour la question du développement personnel. Maintenant, lors de mes conférences, je dis toujours que j'ai une vision pragmatique des choses, j'amène une vision pragmatique des choses, et surtout je parle directement à l'individu. C'est-à-dire que je parle à l'individu, je te parle à toi qui est là en train de me regarder, mais je ne parle pas forcément à tout le monde. Donc ceux qui se reconnaîtront ici verront qu'à chaque fois j'utilise l'impératif ou le vouvoiement ou le tutoiement pour interpeller au fait les gens lors de mes conférences. Voilà. Donc ceci dit, pour résumer en gros l'objet de mon travail en tant que coach en développement personnel, j'ai tendance à toujours montrer une image. Donc c'est une image en fait qui montre une personne qui est empêtrée dans un premier temps à essayer à s'empêtrer à essayer de régler un problème insoluble à l'instant T. Et puis moi ce que je viens faire à l'intérieur, c'est qu'au lieu de rentrer avec lui dans le système et d'essayer de le dépêtrer de ce système, je lui apporte en fait une autre vision qui va lui permettre de transformer ce qui est là actuellement en problème en opportunité. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Donc je lui ouvre d'autres perspectives auxquelles il ne penserait pas habituellement. Voilà. Donc c'est tout l'objet de mon travail en tant que coach en développement personnel. Donc nous allons voir l'application de cette chose que je viens d'expliquer à travers la problématique de l'échec scolaire. Est-ce une fatalité ou pas? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour commencer, donc je pense que pour comprendre déjà ce que c'est que l'échec scolaire, donc je pense qu'il faut déjà comprendre l'école et puis les origines surtout de l'école dont nous avons hérité aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà, donc c'est important déjà de savoir d'où est-ce que vient cette école là. Donc tout ce que je
je peux vous dire, c'est de faire, ce que je peux faire avec vous, c'est de faire un retour historique, au fait, pour comprendre les choses. Donc, premièrement, pour dépassionner la question de l'échec scolaire, je vais vous raconter, oui, je vais vous raconter, je vais dire ça comme ça, les origines de l'école, donc de l'école actuelle. Donc l'école actuelle, en fait, elle est issue de la révolution industrielle. Donc révolution industrielle qui date du XVIIIe siècle en Europe. Donc c'était l'époque où voilà, il y a eu des grandes usines qui ont été mises en place avec un aménagement aussi des grandes villes de l'Europe. Donc à cette époque de la révolution industrielle, il fallait des ouvriers au fait pour travailler dans les usines, et au XVIIIe siècle, eh bien, il a été imaginé par les patrons de l'époque un système qui pourrait habituer les gens au fait à être conditionnés au fait au travail à l'usine. Donc voilà ce qui s'est passé, et ils se sont dit que pour conditionner les personnes, eh bien on va les conditionner déjà à partir de ce qu'on va appeler l'école. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé l'école, et puis tout ce qu'il y a à l'école, en fait, y compris l'architecture, si vous regardez bien, si vous regardez, on va dire, consciemment, tout ce qui se passe à l'école, en fait, c'est une reproduction exacte de ce qui se passe à l'usine. Donc, vous pouvez voir cela, je vais vous donner des exemples à travers, par exemple, les sonneries. Les sonneries à l'école. Pourquoi y a-t-il des sonneries à l'école à la fin, au début et à la fin des cours? Parce que c'est comme ça que ça se passe à l'usine. Quand on commence le travail et quand on termine le service. Voilà. C'est comme ça. Donc il y a déjà tout ce qui est sonnerie. Il y a aussi un autre exemple, c'est que pareillement que à l'usine où on classe les produits par année de fabrication, eh bien à l'école aussi c'est la même chose qui se passe. On classe exactement les enfants par année de fabrication. Or, si vous avez des enfants, vous savez très bien que voilà, deux enfants du même âge, ils n'ont pas forcément la même comment je vais dire ça, le même développement au niveau de leur esprit, je vais dire ça comme ça. Un enfant, on va dire entre deux enfants, je prends comme ça un exemple, entre deux enfants de 3 ans, il y a un qui va être bilingue, il y a un autre qui va être unilingue. Donc c'est un exemple déjà que les enfants, ils sont pas forcément pareils à cet âge-là. Or, on les classe quand même par année de fabrication, maternelle, section des petits, section des moyens, grands, etc., jusqu'au grand niveau, quoi, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est des exemples. Et puis, vous pouvez regarder aussi comment sont disposées les écoles. Vous avez les classes qui sont un peu disposées de manière rectangulaire, on va dire, avec une espèce de cadre comme ça. Toutes les écoles sont quasiment comme ça, disposées de la même manière, avec une cour qui est un endroit, une cour, on va dire, une cour de livraison, là où on livre au fait à l'usine tout ce qui est matériel, et puis des fournisseurs, et puis à l'école, ce sont les enfants qui sont livrés, on va dire. Non, mais je rigole, mais c'est comme ça que ça se passe. Livrés, et après les enfants se mettent en rang comme à l'usine quand il faut rentrer, quand il faut rentrer, aller travailler à l'usine, voilà. Donc c'est pour vous dire que le système de l'école dont nous héritons actuellement, elle est héritée du XVIIIe siècle. Or, on est au XXIe siècle. Donc 18, 19, 20, 21. Donc c'est une école dont on a hérité, ça fait plus de 300 ans. On va dire ça comme ça. Ça fait plus de 300 ans, donc il est temps qu'on passe à autre chose. Au lieu de toujours nous poser la question de l'échec scolaire, peut-être devrait-on voir ici à faire évoluer, à donner un nouveau cadre, un nouveau support sur lequel, plus actuel, sur lequel on pourrait poser les bases de notre nouvelle école.
Donc ça, c'est des suggestions que je fais à mon niveau, bien sûr, mais qui ne relèvent pas forcément de ma compétence. Donc voilà. Pour compléter ce que j'ai apporté sur l'histoire de l'école, eh bien, pour des passionnés également la question de l'échec scolaire, donc il est bon aussi de savoir que nous avons hérité de deux types de comment dirais-je ça, deux types d'éducation, en fait, deux gros blocs d'éducation qui s'opposent depuis l'Antiquité et qui sont toujours présents ici actuellement. Voilà, donc la première chose, le premier gros bloc, enfin je ne vais pas dire le premier gros bloc, si je vais dire ça, le premier gros bloc, ben, c'est un bloc au fait qui favorise l'apprentissage, on va dire théorique pendant plusieurs années, et puis au bout de ces 15-20 années de théorie, eh bien c'est là que l'apprenant en fait va passer à la pratique. Donc ça, c'est le système grec. Le deuxième système, c'est le système romain qui a tendance à être plus pragmatique et à mettre en avant tout ce qui est pratique. Donc lui, le système romain considère que l'apprentissage, en fait, le meilleur apprentissage se fait par la pratique. Et lors de la conférence, j'avais montré en fait deux diapos. Un diapo avec des ouvrages grecs et une diapo avec des ouvrages romains antiques et puis Grèce antique. Donc des ouvrages qui survivent toujours aujourd'hui, et je les ai montrés. Je leur ai dit, est-ce que vous voyez, j'ai montré aux auditeurs, je leur ai dit, est-ce que vous voyez une différence entre ces deux ouvrages? Bon, ils m'ont donné plus ou moins des commentaires. Mais en fait, ce que je voulais leur faire voir dessus, c'est que d'une part, il y avait le Colisée, et de l'autre côté, il y avait le Colisée de Rome, et de l'autre côté, il y avait un temple grec. Et le temple grec était un peu en décrépitude, alors que le Colisée romain était vraiment, je sais pas, on passe juste un coup de peinture et c'est comme si il n'a pas été altéré par le temps, quoi. Pourtant, il y a plusieurs siècles qui sont passés. Mais tout ça pour illustrer le fait que l'éducation à la pratique, par la pratique, et puis l'éducation théorique qui passe à la pratique au bout de plusieurs années, il y a ces deux blocs qui se confrontent, mais celui qui a le plus tenu, celui qui prouve au fait qu'il y a un résultat concret qui dure dans le temps, mais c'est celui de l'enseignement romain, on va dire, de l'éducation romaine. Donc l'éducation à la pratique, par la pratique, qui parle plus. Je vais dire ça comme ça. Et actuellement, nous, dans notre école, la question que je peux vous poser, c'est quel est le type d'enseignement qui est le plus privilégié ici en Nouvelle-Calédonie? Je vous donne 1, 2, 3 secondes pour répondre. Mais il est évident que nous ici en Nouvelle-Calédonie, on a une tendance à privilégier tout ce qui est théorique, enseignement théorique pendant plusieurs années, et qu'au bout de bac plus je ne sais pas combien, on devient un expert, et puis c'est là qu'on va commencer à travailler, qu'on va être reconnu en fait. Donc c'est ça qui se passe ici, et tout ce qui est enseignement, on va dire pratique, toutes les branches technologiques, pratiques, professionnels, etc., ils ont tendance à être un peu, on va dire, comment on va dire ça, un peu déconsidérés, alors que ce sont des branches qu'on doit au contraire valoriser, parce que par l'expérience, je vous ai montré tout à l'heure que par l'éducation à la romaine, ça nous emmène en fait à des choses vraiment solides, parce que c'est par l'implémentation, c'est par la pratique qu'on apprend le mieux les choses. Alors que quand on ne fait que apprendre intellectuellement et qu'on ne pratique pas, c'est quelque chose qui est très difficile après pour nous quand on passe à la pratique. Quand pendant 10 ans on ne fait que de la théorie, et puis que pendant 15 ans et puis qu'on sort, mais à chaque fois
il peut être très difficile de passer à la pratique alors que toutes ces branches professionnelles, technologiques, etc., qui proposent vraiment techniques, qui proposent vraiment de la pratique dans leurs enseignements, ben, c'est des branches en fait qu'il faut valoriser parce que c'est ceux qui c'est ceux qui nous apprennent le mieux à faire, on va dire, et à réaliser de belles choses. Voilà. Maintenant, je vais passer à la question de la déculpabilisation des différents acteurs. Donc, moi, ce que je souligne ici par rapport à cette question de l'échec scolaire, c'est que il est très difficile, il a été très difficile depuis le début, en fait, de se dépatouiller de ce questionnement parce que on avait tendance surtout à se rejeter la balle. Jusqu'à maintenant, on se rejette toujours la balle. Donc, soit les parents rejettent la faute, on va dire, sur les profs rejettent rejettent la faute sur les parents qui ne s'appliquent pas assez. On rejette la balle sur les enfants, on rejette la balle sur le gouvernement, sur tout le monde, quoi, pour dire. Donc, on rejette un peu la balle sur tout le monde, vers tout le monde, en ne reconnaissant jamais sa part de responsabilité dans la chose. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'école en elle-même qui est à l'origine, pas à l'origine, mais qui a été, qui est considéré comme un outil d'ascenseur social, je vais dire ça comme ça, un outil d'ascenseur social ou d'émancipation personnelle. Ben, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais on l'a bien vu tout à l'heure quand j'ai parlé de l'histoire de l'école, qu'à l'origine c'était pas du tout voilà une question d'émancipation personnelle. L'école, hein, c'était surtout un conditionnement de la personne pour aller travailler, pour être en phase avec les règles de l'usine, hein, c'est tout simplement ça, hein. Donc c'est un conditionnement de la personne pour qu'il puisse rentrer dans les cadres du travail à l'usine. Maintenant, on le considère comme une émancipation de la personne. Je ne sais pas trop si l'école actuelle correspond vraiment à cela, mais ce qu'elle fait, c'est que quand l'échec scolaire est en question, ben c'est plutôt, elle crée plutôt de la division. L'école crée de la division entre les différents acteurs. Donc aussi bien les enfants, les parents, les instituts, les profs, toute l'institution scolaire, même le gouvernement et les provinces sont concernés dans cette question. Donc on se pointe tous du doigt, on se juge. Donc l'échec scolaire, c'est ça qui provoque l'école en elle-même, et puis l'échec scolaire provoque de la division dans la société, mais également provoque également le jugement. On se juge entre nous, on se juge verbalement, et puis on crée des personnes avec des complexes d'infériorité et de supériorité de l'autre côté. Donc ceux qui souffrent de complexes de supériorité vont dire aux autres, bah, bête à l'école, voilà, on a des tas d'expressions comme ça qui arrivent, bête à l'école, machin, quand même pas, ils sont en BEP, BEPC, etc. Donc ça, c'est les personnes qui souffrent de complexes de supériorité parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus supérieurs que les autres, qui n'ont pas forcément réussi à l'école. Et puis évidemment, ceux qui souffrent de complexes d'infériorité, ben, c'est ceux qui font les bêtises parce que voilà, ils sont sortis du système et puis qu'ils n'ont pas d'autres solutions, et que voilà, et pour exister, eh bien, ils font quelquefois des choses qui sont hors de la loi. Donc voilà ce qui se passe un peu. Voilà ce qui se passe un peu comme résultat de cette problématique de l'échec scolaire. Division au niveau des acteurs dans la société en général, jugement, création de complexes de personnes voilà, qui ont des complexes de supériorité, des personnes qui ont des complexes d'infériorité. Donc il y a tout ça qui joue par rapport juste à cette question de l'échec scolaire. Donc je pense qu'il est important déjà de connaître quel était à l'origine le rôle vraiment de l'école tel qu'elle a été mise en place il y a 300 ans en arrière, pour pouvoir comprendre maintenant aussi ce qui se passe par rapport à l'échec scolaire.
Voilà. Donc, déculpabiliser aussi les différents acteurs, déculpabiliser aussi les gens qui ont été atteints par ce problème d'échec scolaire et puis qui se considèrent soit trop inférieurs ou trop supérieurs aussi aux autres. Donc, de dire que ça, ce n'est que le résultat, c'est le résultat d'un système en fait qui n'est pas en phase avec son temps, parce que c'est un système en fait qui date de 300 ans. Donc il est temps que dans notre pays nous construisons une école actuelle avec les valeurs du 21e siècle. Voilà, avec tout ce qui se passe, avec les opportunités qu'ouvre le 21e siècle, aussi bien en local qu'à l'international. Donc c'est ça les enjeux que nous devrions pointer, plutôt que de toujours nous apitoyer sur la question de l'échec scolaire et d'essayer de régler par des petites mesurettes comme ça, qui ne régleront jamais les choses. C'est juste des petits pansements. Mais de vraiment faire un travail pour voir quelles sont les opportunités d'avenir de ce pays, de la Nouvelle-Calédonie du 21e siècle, de poser les bases d'une école du 21e siècle avec les enjeux qui vont avec. Et justement ici, pour ouvrir un peu les choses et pour sortir, parce que moi je pense qu'il ne faut pas rester dans ce problème de l'échec scolaire, mais d'ouvrir les choses vers les opportunités et les enjeux d'avenir qui concernent le pays, et de proposer une école qui sera en phase avec les enjeux d'avenir du pays, parce que c'est un pays jeune aussi. Je pense que on n'a pas le droit au fait de passer notre temps enfin moi je dis c'est de la perte de temps d'essayer de régler la question de l'échec scolaire, alors que notre pays est un pays jeune en voie de développement et que nous devons regarder les enjeux qui concernent notre pays, les enjeux de développement, les enjeux d'avenir qui vont permettre à notre pays, à notre population de se développer dans les années à venir. Donc se concentrer sur la problématique de l'échec scolaire, c'est perdre notre temps. Autant regarder ces enjeux et de les placer et d'orienter nos jeunes vers ces enjeux d'avenir. C'est comme ça que moi je vois les choses. Voilà. Donc moi on va dire que je vais pas faire des grandes statistiques et tout ça là pour savoir c'est quoi les enjeux d'avenir. Moi je dis déjà que le nickel c'est un enjeu, il est là, il est présent, mais c'est pas forcément un enjeu d'avenir pour la population de la Nouvelle-Calédonie. Moi je fais simple, comme diraient les jeunes, je regarde autour de moi et puis je vois, j'essaie de regarder quels sont vraiment les enjeux qui sont à développer ici pour le territoire. Donc moi le premier enjeu de développement qui est très très important et qui peut rapporter beaucoup d'argent ici sur ce territoire, c'est l'agriculture et tout ce qui est agroalimentaire. Quand je dis l'agriculture, parce que déjà on n'arrive pas à fournir toute la population locale, pourtant on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc l'agriculture et l'agroalimentaire, quand je dis agroalimentaire, ça passe à la transformation de nos produits, que ce soit aussi bien agricole, purement agricole, élevage, bovin, caprin, tout ce que vous voulez, porcin, etc. Élevage et puis tout ce qui est poisson aussi, enfin tout ce qui est viande, voilà, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est viande, il faut qu'à un moment donné qu'on passe à la transformation, parce que dites-vous bien que à peu près 80% de ce qu'on mange ici en local, ça vient de l'extérieur. Donc ça, déjà, c'est une manne de plusieurs milliards de francs, Donc pourquoi ne pas produire ces choses-là et garder ces milliards-là chez nous déjà? Voilà. Donc l'agroalimentaire, c'est le premier enjeu de développement pour la Nouvelle-Calédonie que je vois. Donc je suis contente quand je vois les MFR qui reprennent vie et puis qui se développent, parce que c'est ça le premier avenir, on va dire, du pays. Le premier enjeu d'avenir du pays, c'est de nourrir sa population. Si les gens ne mangent pas, voilà, on meurt, c'est simple. Donc au lieu de toujours importer, faisons un effort
pour produire localement et transformer localement. Donc j'encourage beaucoup ces jeunes qui sont MFR et puis tous les jeunes aussi qui cultivent en tribu. Ne restez pas à cultiver seulement. Pensez, commencez petit bien sûr, mais pensez grand. C'est-à-dire qu'avec vos petits produits là, si vous les transformez, etc., ça peut vous amener très très loin. Voilà, la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut pas traîner tout nu dans la rue, quoi. On est toujours obligé de s'habiller. Voilà, c'est une règle qui est pour tout le monde. Donc tout le monde doit s'habiller en Nouvelle-Calédonie. Il y a personne qui traîne tout nu. Donc le deuxième enjeu, moi j'ai dit que c'est le textile. Il faut que les gens s'accaparent de cette problématique, qu'ils essaient de voir comment ils peuvent fabriquer des vêtements et puis parce que là ce qu'on fait avec les vêtements c'est qu'on passe plus à la transformation des tissus, mais il n'y a personne réellement qui a réfléchi à comment on peut faire des tissus locaux pardon, des tissus locaux pour développer ce secteur là, réfléchir sur ce secteur là, parce que voilà, ça c'est un enjeu. Les gens ils vont toujours s'habiller, ça c'est sûr. Donc c'est un puissant fort, la question du textile et de l'habillement. Donc c'est mon deuxième enjeu d'avenir pour le pays. Donc voilà ce qui était du textile, deuxième enjeu de développement pour le pays, parce que pardon, évidemment, je vais dire plus de 90% de ce qu'on s'habille, ça vient de l'extérieur. Donc il faut descendre ce chiffre-là de 90, pourquoi pas à 50 dans les 10 prochaines années. Donc j'encourage les personnes qui souhaiteraient relever ce défi dans ce secteur du textile. Voilà, le troisième enjeu que j'avais noté, c'est le numérique, c'est tout ce qui est, voilà, on est maintenant dans un environnement mondialisé. La preuve, je suis en train de vous faire une conférence là que je poste sur Facebook, etc., que je vais poster sur Facebook, et tout ça pour dire que le numérique, on peut plus s'en passer parce qu'on est dans l'ère de la mondialisation. Donc c'est un enjeu vraiment que je place en troisième lieu ici pour les territoires, parce que j'ai parlé de l'agroalimentaire, de l'agroalimentaire et du textile, mais le numérique vraiment c'est le canal de distribution, voilà, que l'on peut avoir par excellence pour pouvoir vendre nos produits aussi. Donc il est important de nos jours de maîtriser ça et puis de développer tout ce qui est web entrepreneuriat. Parce qu'on est en retard ici en Nouvelle-Calédonie, on va dire de 10 ans sur la métropole, mais de 20 ans carrément sur les États-Unis. Donc il est temps qu'on s'y mette et qu'on ait des web entrepreneurs. Il y a plusieurs métiers du numérique qui ont été, qui sont là, qui sont présents, mais à nous de saisir les opportunités. Parce que voilà, ça c'est aussi le travail de la maison. On n'a plus forcément besoin d'avoir un salaire pour quand on est web entrepreneur, on travaille de la maison. L'ordinateur, on va dire, fait tout pour nous. On peut automatiser les choses et puis s'occuper à faire autre chose et à gagner de l'argent en automatisant nos savoirs ou nos savoir-faire. Voilà. Troisième enjeu. Quatrième enjeu que j'ai noté, eh bien, c'est tout ce qui est comment on va dire ça, comment je vais dire ça, économie de la connaissance. Voilà, économie de la connaissance. Quatrième enjeu, c'est parce que quand je dis économie de la connaissance, c'est surtout tout ce qui est savoir-faire. Nous avons des savoir-faire que nous pouvons vendre. Parce que nous avons tendance toujours à garder nos savoir-faire pour nous, alors que le principe, l'objectif, c'est de les partager au maximum, de les partager au maximum de gens, parce que c'est comme ça qu'on aide les gens, mais c'est aussi comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Voilà. Et
ici en Nouvelle-Calédonie, on a une grande biodiversité et la plupart du temps, ce sont les grands organismes de recherche qui s'occupent de ça, hein, de la biodiversité. Mais ça, s'il y a des individus aussi qui peuvent s'en occuper et puis faire des brevets et tout, ça serait aussi intéressant pour le pays, surtout pour le financement du pays, parce qu'il y a il y a des animaux qui ont des venins, des fois, qui peuvent coûter des millions, juste le litre de venin, par exemple. Je peux parler du cône, je ne sais plus exactement quel était le montant, mais ça se monte en millions, hein, le litre de venin de la cône. Voilà, du coquillage, le cône, je crois. Le cône, c'est plusieurs millions de dollars juste pour avoir un litre, par exemple, de venin. Donc, voilà, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la biodiversité, à ce que ça peut rapporter au pays, parce que ça se monte en millions ou en milliards, tout ce que ça peut nous rapporter, des infimes quantités en plus. Voilà, juste pour vous donner des exemples. Mais également, le dernier secteur, le cinquième enjeu que je souhaitais aborder avec vous ici, c'est tout ce qui est service à la personne, que ce soit le ménage, le débroussaillage, plombier, peintre, etc. Tous ces métiers-là où on s'adresse directement à la personne, c'est des métiers d'avenir. Oui, c'est des métiers d'avenir parce que ce que l'on a tendance à faire, nous, à chaque fois, c'est que quand on monte une boîte, qu'on soit patenté ou qu'on ait une société, c'est pareil, c'est que tout de suite, quand on monte une boîte, on veut avoir des gros contrats directement avec les institutions, que ce soit à la mairie ou à la province ou même au gouvernement, mais on pense pas que, voilà, les premiers clients, ils sont là devant nous, là. Je prends toujours l'exemple de Poro où on a presque 400, 500 habitants. Si une personne s'est décidée à débrousser la maison les foyers de Poro, qu'il aille faire le tour des Poro, parce que c'est pas tout le monde aussi qui a une débroussailleuse pour se débrosser devant chez lui, mais qu'il fasse juste le tour. Il pourrait avoir, pour commencer, je sais pas moi, 10 clients réguliers, et puis remonter, passer sur Wailou, à 30, 40, 50 clients sur toute la commune de Wailou, et puis là, grossir comme ça, commencer petit, puis grossir son entreprise jusqu'à avoir un listing de clients, de 100 clients, qui pourra le faire vivre aisément, quoi, dans l'année. Donc voilà, je vous dis, voilà, les services à la personne, c'est pas pour rien que c'est dit service à la personne, parce que c'est pour servir les gens, voilà. Donc arrêtons d'aller voir toujours la mairie pour avoir des gros contrats, là, alors que les clients sont là juste devant nous. Il suffit juste de se prendre, d'avoir confiance en nous-mêmes, et puis d'aller voir les gens qui sont à côté de nous, qui sont autour de nous, et puis de prendre des contrats avec eux, voilà. De se débrouiller par soi-même, pour sa famille, et pour participer au développement du pays. Donc voilà les 5 enjeux que je souhaitais vous amener, les 5 enjeux d'avenir que je vois pour nos jeunes, hein, dans les 20 ou 30 prochaines années, ou même dans le siècle, je vais dire. Donc voilà les 5 enjeux. Donc le premier enjeu, c'était l'agroalimentaire. Donc lancez-vous dans l'agriculture, dans tout ce qui est élevage, commencez petit pour devenir grand. Et donnez-vous des objectifs à 5 ans, 10 ans. Transformez vos produits et vous verrez que vous aurez des places dans l'agroalimentaire. Moi, je le dis, si vous vous lancez-vous déjà. Bien sûr que peut-être vous allez rencontrer des échecs, mais l'important c'est de ne jamais abandonner. Voilà. Donc le premier enjeu, l'agroalimentaire. Le deuxième enjeu, le textile. Le troisième enjeu que j'ai énoncé, c'était le numérique. Le quatrième enjeu, l'économie de la connaissance. Le cinquième enjeu, les services à la personne. Donc pour moi, ce sont là les enjeux d'avenir qu'il faut privilégier au lieu de toujours s'attarder sur l'échec scolaire, ouvrant des voies à nos enfants pour leur dire quels sont les secteurs porteurs sur lesquels ils peuvent se positionner, même si ça marche pas pour eux à l'école, ou même maintenant là qu'on commence
bon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, on va dire, mais qu'ils puissent avoir une ouverture d'esprit sur ces choses-là et de savoir que l'agriculture qu'on considère toujours comme comme une petite chose, voilà, qui est déconsidérée, on va dire, ben c'est pour moi, et je vous le dis, c'est le plus gros enjeu de développement du territoire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. L'échec scolaire, en effet, c'est pas une fatalité parce que la question n'est pas de se triturer le cerveau pour essayer de savoir où est-ce qu'on a fauté, mais plutôt de savoir quels sont les enjeux qui peuvent donner du travail aux gens. De donner du travail aux gens, de donner à manger sur la table des gens et puis qu'ils puissent participer au développement économique du pays pour faire de notre pays, et je vais conclure comme ça, un grand pays. Donc je vous remercie. Voilà, de m'avoir suivi pour cette conférence. J'ai essayé au mieux de reproduire ce que j'ai fait à la dernière conférence, mais juste pour dire aussi que les 2 prochaines conférences, je vais les faire comme ça. Pardon, excusez-moi. Je vais les faire comme ça sur voilà, en numérique, et puis je vous les transmettre parce que voilà, j'avais prévu de faire une conférence, ma prochaine conférence là en fin de mois, mais le temps voilà, est en train de courir, donc je vais faire avec les moyens numériques plutôt cette conférence là. Donc peut-être que je le ferai par un direct sur Facebook. Donc le thème c'est consomme moins, produit plus. Donc ça c'est un thème pour vous inciter à voilà à consommer moins tout ce qui vient de l'extérieur et puis à produire plus pour faire exploser l'économie du territoire. Voilà. Donc ça sera la thématique de novembre. Décembre, ben, ça sera plutôt une conférence sur le leadership. Donc je le ferai également comme ça là en vidéo, et puis je vous retransmettrai tout cela. Ben, sur Facebook comme d'habitude. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir pris ces 30 minutes et quelques pour suivre cette conférence. Cette conférence sur l'échec scolaire est une fatalité. Et bien je vous réponds définitivement non, ça n'est pas une fatalité parce qu'il y a d'autres portes à côté que vous pouvez explorer. Et je vous en ai présenté 5 portes et dangers d'avenir. Donc je vous dis au revoir, et puis à la prochaine conférence que je ferai d'ici la fin du mois, et ça sera sous format numérique. Donc je vous remercie et puis je vous dis bonne journée. Allez, ciao. Kina.